C'était il y a tout juste un an, la disparition d'une famille d'Orvault qui se révèle être un quadruple meurtre. Retour sur ce qui est devenu l'affaire Troadec avec Claire Villalon. Tout commence le 23 février 2017. Sans nouvelles de la famille depuis une semaine, la sœur de Brigitte Troadec prévient les autorités. Une alerte pour disparition inquiétante est émise. La maison d'Orvault est fouillée et des traces de sang y sont découvertes. Le 5 mars, lors de sa garde à vue, Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal Troadec, avoue le quadruple meurtre. Il a tué toute la famille à leur domicile avec un pied de biche dans la nuit du 16 au 17 février. Un an après, l'enquête suit son cours et des questions restent en suspens. La première concerne bien sûr le mobile. Une histoire d'or serait à l'origine d'un profond conflit entre Hubert et son beau-frère Pascal, mais l'existence de ce trésor n'a toujours pas pu être prouvée. La deuxième zone d'ombre est celle de la préméditation des crimes. Le suspect a assuré être rentré dans le domicile des Troadec pour les espionner et que c'est après une altercation avec le père de famille qu'il est passé à l'acte, mais le déroulé précis des faits reste flou. La troisième question concerne l'arme du crime. Le suspect aurait jeté le pied de biche dans une rivière du Finistère, mais pour le moment, les recherches n'ont rien donné. Il en est de même pour les crânes des victimes qui sont toujours introuvables. Enfin, dernier élément à éclaircir, le rôle de Lydie Troadec. La compagne d'Hubert Kawissin a été mise en examen. Les enquêteurs cherchent à savoir si son rôle a été plus important dans ce quadruple homicide. La sœur de Pascal Troadec est sortie de prison début juillet, mais reste placée sous contrôle judiciaire. Hubert Kawissin, lui, est incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Son procès n'aura pas lieu avant le second semestre 2019. Rien ne va plus à la mairie du Pèlerin. La semaine dernière, 5 adjoints et 6 conseillers municipaux ont envoyé une lettre ouverte aux habitants de la commune. Ils ont refusé de voter le budget 2018 et réclament la démission du maire. Ce lundi, l'adjoint à la culture a même présenté sa démission. Éric Egon. Une pratique du pouvoir autoritaire, solitaire et vexatoire. Dans une lettre ouverte adressée aux Pèlerinais, les adjoints de la commune dénoncent non pas le programme appliqué par le maire Benjamin Morival, mais son mode de gouvernance. Il a une façon de fonctionner qui crée beaucoup de tensions. Et nous souhaiterions, terminer ce mandat avec le même programme, mais dans une ambiance beaucoup plus apaisée et dans un respect à la fois des habitants, des agents et des élus. Quand on a besoin d'aller travailler avec les agents et derrière la porte, on les retrouve en pleurs. Quand on a des réunions avec les colistiers, eux aussi on les retrouve en pleurs. Donc ça ne correspond plus à notre façon de faire. Oui, j'ai peut-être un management qu'on pourrait appeler directif. Oui, c'est vrai. Je serais tenté de dire pourquoi pas. Cela dit, il savait pourquoi se réveiller maintenant. La vraie question, c'est quelle est la vraie motivation. Aujourd'hui, quand on voit l'avalanche de reproches qui sont faits, dans une situation compliquée au sein de la métropole, nous perdons de la crédibilité, les habitants perdent de la fierté. C'est vraiment au détriment, c'est l'inverse du mandat que nous ont donné les Pèlerinais. Lundi dernier au conseil municipal, lors d'un vote à bulletin secret, le budget prévisionnel 2018 a été rejeté. 5 des 6 adjoints de la commune ont demandé la démission du maire, et ce avant fin février. Non, je ne démissionnerai pas. J'étais tête de liste au municipal, les choses étaient claires, ce sont les Pèlerinais qui ont porté la liste. Donc s'il doit y avoir un nouveau maire, il doit y avoir de nouvelles élections. Si le budget n'est pas voté avant mi-avril, la commune du Pèlerin risque d'être placée sous tutelle financière de la Chambre régionale des comptes. Commencé le 10 janvier dernier, les soldes d'hiver s'achèvent cette semaine, mardi soir précisément. 6 semaines de bonnes affaires pour les clients et pour les commerçants. Écoutez la réponse du président de l'association Plein Centre. Je pense que le consommateur est un petit peu perdu, donc il faut qu'on fasse attention à l'image qu'on renvoie pour que le client sache qu'il aura le bon prix, que les soldes sont des vrais soldes, où on peut, dans cette période qui est légale, pouvoir faire des ventes à perte. Donc voilà, donc globalement des soldes qui sont un petit peu en baisse, mais je pense que l'offre des commerçants sur les promotions est aussi plus large dans le temps et dans l'année. En prenant un point sur le terrain d'un concurrent direct pour la 5e place, le FC Nantes peut s'estimer heureux. D'autant que les hommes de Claudio Ranieri avaient très mal débuté la rencontre. Une nouvelle fois, à la suite d'un corner, la défense nantaise fait preuve d'inattention et permet à Dante de tromper Tatarusanu. Les Canaries vont mettre peu de temps à réagir. Fautif sur le but niçois, Girotto obtient un penalty que le meilleur buteur nantais Emiliano Sala transforme sans trembler. En seconde mi-temps, les Niçois se procurent 2 occasions sur corner, mais face à Balotelli,
Puis sur la tête de Pierre Lesmelou, le portier nantais s'interpose. 1-1 score final, le FC Nantes conserve un petit point d'avance sur le 6e au classement. Un troupeau de chevaux cabrés, une horde de Maserati au chrome rutilant. Pour la première édition de ce salon historique auto, les organisateurs ont placé la barre très haut. Plus de 300 véhicules d'exception et aux 4 coins du hall XXL des yeux qui brillent. C'est exactement ce dont rêvaient les 3 initiateurs d'Historique Auto. Il existe déjà des choses sur Nantes qui marchent très bien, comme les puces VP au mois de janvier. Il y a beaucoup de rassemblements qui se font les dimanches, un petit peu à droite à gauche. Il y en a sur Valette, il y en a sur Clisson, sur un petit peu partout. En revanche, il n'y avait pas un bel événement vecteur, vraiment porteur d'esthétisme pur et dur. Et donc là, nous, on a voulu créer ça. Et l'attente est donc énorme. C'est les copains qui se retrouvent tous ensemble. Et au milieu de tout ça, des commerçants, des artisans qui montrent un petit peu leur savoir-faire, parce qu'on a énormément d'artisans locaux qui fonctionnent très bien. Des artisans à l'image d'Isabelle, assaillie de demandes d'informations sur son entreprise de décapage de carrosserie, signe qu'il y avait une vraie attente pour un rendez-vous tel que celui-là. Bien sûr, ça manquait énormément. Déjà pour faire valoir ce qu'il y a dans la région nantaise, les associations, les professionnels de la voiture. La voiture ancienne, c'est une très grande famille. C'est un milieu où tout le monde se connaît puisqu'on échange tout un tas d'informations sur les techniques, sur comment je peux réussir à avoir des jantes, comment je peux réussir où je peux trouver un bon professionnel. Les organisateurs imaginent déjà une 2e édition, a priori dans 2 ans, pour se laisser le temps de concocter un programme encore plus spectaculaire. Ouais, les grands classiques, Battle, Obsession au lieu unique, investir des salles un peu classiques, Stereolux, le Ferrailleur, etc. Des nouveautés, d'aller en club, au warehouse, de réinvestir les cafés-concerts et les bars avec le collectif Barbare en soirée d'ouverture. Nouveautés, nouveaux QG, nouveaux lieux, Pollen, avec une 12aine d'événements qui sont proposés, toujours avec la volonté d'être sur la danse, la musique, les arts visuels, festival hip-hop pluridisciplinaire, pluriesthétique, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. J'ai compris que le monde était vaste et compter le nombre de personnes canasses. Et j'ai conclu que le nom était un blast. Mon image ne fait pas souvent bon ménage. Et simplement vriller sur la meilleure voie de décollage. Ma vie se contraint. Si vraiment il faut conseiller les gens, venez au QG à Pollen parce que c'est des propositions gratuites ou à prix libre de découverte. C'est un bon moyen de mettre un pas dans découvrir ce qui se passe à Nantes en termes de dynamique hip-hop. Et puis je pense que notre grosse soirée Alta, Gracie Hopkins, Napoléon Maddox et Raisa Biza, qui est un rappeur de Nouvelle-Zélande qu'il faut découvrir. C'est un très beau plateau. Venez à Stereolux le 9 mars. C'est un duo franco-américain puisque c'est Mr. J. Medeiros, un rappeur de Los Angeles, et moi-même. On joue à Stereolux le 9 mars et sur scène c'est du rap. Mais c'est vrai qu'avec une bonne dose de musique électronique et un côté visuel qui est super important, on a travaillé sur des animations qui sont vraiment calées au millimètre sur la musique. C'est vrai que nos projets Hocus Pocus, C2C, Alta aujourd'hui, c'est des projets qui ont été un peu plus suivis ici que partout en France. Donc on espère qu'il y aura du monde.